Article sur le Hezbollah en France et son inquiétante progression. Bonsoir Gilles Smadja. Bonsoir. Vous êtes le directeur de cabinet du maire de Nanterre, vous avez été vous aussi journaliste à l'Humanité et vous avez été aussi un proche collaborateur de Marie-Georges Buffet, la ministre de la Jeunesse et des Sports. Le sport, ça vous passionne et c'est intéressant parce que vous avez beaucoup de connexions dans ce milieu et donc vous allez pouvoir nous décrypter un petit peu ce qui s'est passé hier avec l'équipe de France de football qui n'a pas mis un genou à terre. Mais ça, ce sera le deuxième sujet de l'émission. On commence par l'actualité la plus immédiate, si vous le voulez bien. Le masque, c'est fini. En tout cas, ce sera fini demain. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé. Fini à l'extérieur et en dehors des lieux de rassemblement importants. Et puis, le Premier ministre a aussi annoncé que le couvre-feu s'arrêtait dimanche, alors même qu'il était prévu pour durer jusqu'à la fin du mois. Écoutez le Premier ministre. Nous allons lever l'obligation générale du port du masque en extérieur. Deuxième évolution, le couvre-feu à 23 heures, qui devait, vous le savez, s'appliquer jusqu'au 30 juin, cessera de s'appliquer à compter de ce dimanche, soit 10 jours avant la date prévue. Alors, on va revenir sur l'éventuelle dimension politique de cette annonce, mais d'un strict point de vue sanitaire, il était temps, Rachel Binas, qu'on en termine avec ce port du masque, ça ne servait plus à rien. Le masque en extérieur, en effet, il était temps. En fait, ça n'aurait même jamais dû commencer. Il n'y a jamais eu de consensus scientifique autour de ce risque-là. Et aucune étude à l'appui montre justement à la fois une concentration ou une contamination à l'extérieur. Alors, je mets de côté, bien sûr, les rassemblements tels que les marchés. Le masque restera obligatoire, d'ailleurs, pour les marchés, pour les files d'attente et pour les rassemblements au regroupement beaucoup de gens. Mais là, en effet, c'était peu sensé. Or, on sait que dès lors qu'une contrainte est forte, elle est difficilement applicable. Et d'ailleurs, elle ne l'était pas. C'est-à-dire qu'on pouvait voir dans l'espace public des gens circuler sans qu'une amende ne leur soit donnée. Parce qu'en réalité, le sens n'apparaissait pas extrêmement évident. Donc, en effet, il était temps de mettre fin à cette mesure, puisque une règle en général, dès lors qu'elle n'est pas suivie de sanctions, quand elle n'est pas appliquée, elle perd toute sa valeur. Là, le gouvernement, en fait, suivant une espèce de principe de précaution, un petit peu instrumentalisé à des fins politiques, s'est dit, comme j'ai raté la question du masque en mars-avril dernier, puis un début de campagne de vaccination qui a été quelque peu difficile, c'était une manière pour lui de s'inscrire un petit peu, de montrer qu'il était actif, d'avoir une forme d'action comme ça dans l'espace public. Là, il était temps de siffler la fin du match. C'est aussi un constat, c'est-à-dire qu'on peut voir que depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, au fur et à mesure que l'épidémie baisse dans notre pays de manière très, très sensible, on peut voir quand même que beaucoup de gens ne portent plus le masque ou le portent sous le menton. Ou c'est moyennement efficace. Voilà, et donc en fait, le gouvernement se dit on va être ridicule à continuer de vouloir imposer cette mesure alors qu'il y a toute une partie de la population qui est en train de s'en affranchir. Et donc voilà, donc en fait, on ne fait que régulariser une pratique qui est déjà largement engagée. Mais évidemment, c'est pas un hasard si ça vient aujourd'hui, parce que bon, ils auraient pu attendre le 30 juin pour le faire en même temps que le couvre-feu. Je pense que bon, là, on voit bien qu'il y a une tentative de vouloir être sympathique, populaire, de vouloir essayer de caresser la population dans le sens du poil. On se dit qu'à 3 jours du premier tour des élections régionales et départementales, c'est sans doute pas plus mal. Bon, je pense que ça n'aura absolument aucun effet en termes électoraux, mais il est évident que si le gouvernement a pris cette décision alors même qu'il ne l'avait pas du tout laissé entendre, y compris jusqu'à hier ou avant-hier, on n'avait pas cette perspective, en tout cas pas aussi rapidement. Et là, visiblement, on le fait parce qu'il y a une échéance électorale et qu'il faut essayer tous les moyens sont bons, quoi. C'est aussi l'avis de nos internautes. Nous vous posons la question sur Twitter. Les mesures de fin du port du masque et du couvre-feu sont-elles plus politiques que sanitaires ? Et vous nous répondez oui à 72%. Mesures politiques, sûrement, car sanitairement parlant, ça aurait dû être fait avant, nous dit Nicole. Et puis il y a ce point de vue de Pierre aussi, il n'y aurait pas eu d'élection proche, on aurait encore poireauté
Et Julien estime que Emmanuel Macron essaie de redorer son blason avant les élections de dimanche prochain, en premier lieu, et aussi pour 2022. Alors, je ne sais pas, cher Julien, si les électeurs s'en souviendront encore, mais après tout, peut-être. Et puis, nous, qui nous dit, tout le monde, ou presque, se plaint de ces mesures, et quand elles sont enfin retirées, on se plaint que ce soit purement politique. Bah oui, vous savez, c'est ça, les médias, on a mauvais esprit. Alors, il y a quand même cette remarque de Clément, sur laquelle j'aimerais vous faire réagir. En automne, avec la montée annuelle de la Covid, ils nous rediront qu'on est des mauvais élèves et qu'il faut remettre le masque. C'est vrai que, même s'il y a consensus sur ce plateau, il y a des médecins qui considèrent que ce n'est pas forcément une bonne idée d'enlever le masque. Écoutez l'avis de Richard Anjou, c'est un médecin généraliste, il est membre du syndicat MG France, et lui il dit, attention, il reste un truc qui s'appelle le variant Delta, et abandonner les mesures de précaution, c'est peut-être pas une bonne idée. Regardez. Ce variant Delta, il est en train de monter de façon exponentielle. Il n'est pas plus dangereux, simplement il se transmet beaucoup plus vite. Et donc s'il se transmet plus vite, il y aura plus de patients contaminés. Ce sont des jeunes, ils ne risquent rien, simplement au fur et à mesure, ils risquent beaucoup moins, mais ils le transmettent et il y aura de nouveaux variants qui risquent d'arriver. Donc moi, mon inquiétude, c'est les futurs variants, et donc il faudrait vraiment éteindre cette épidémie. Et pour l'éteindre, eh bien, on n'a pas le droit de se lâcher complètement, ou bien il faut qu'on soit complètement vacciné. C'est vrai que l'épidémie, elle n'est pas finie, et peut-être que, symboliquement, on envoie le message qu'on n'a plus besoin de prendre des précautions en supprimant l'obligation du masque à l'extérieur. L'idée, c'est pas de se débarrasser de toutes les mesures de précaution, notamment dans les espaces clos, ça fait consensus. Grosso modo, on est plutôt bons élèves et on a compris qu'il fallait le mettre en intérieur, que ce soit dans les transports en commun, dans les commerces, etc. Maintenant, encore une fois, plus la contrainte elle est forte, plus elle est difficilement tenable. En effet, il est possible qu'en automne, alors ça dépendra aussi de la course au vaccin, hein, mais il est possible qu'en automne, il y ait une augmentation. Il sera temps à ce moment-là de prendre éventuellement des mesures adéquates. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit le masque à l'extérieur, mais on verra hein, d'ici là. Maintenant, là, les chiffres sont plutôt positifs. Aucune étude ne montre qu'il y a une contamination en extérieur. Il fait chaud, c'est quand même un critère qui est assez important. On n'applique pas, on ne met pas généralement d'amende, on ne sanctionne pas les gens qui ne le portent pas à l'extérieur. Ça fait quand même beaucoup d'éléments pour mettre un terme à une règle en fait, qui n'existe que sur le papier. J'ai également un sujet d'inquiétude, mais ce n'est pas lié au port du masque par rapport à ce qui va se passer à l'automne prochain. Mon sujet d'inquiétude, c'est la vaccination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux vous dire pour le vivre sur le terrain, dans ma ville, qu'on va atteindre un plafond. Et le gouvernement a annoncé aujourd'hui que son objectif, donc il a raccourci les délais pour la deuxième injection, son objectif c'est 35 millions de vaccinés avec les 2 injections à la fin du mois d'août. 35 millions. La population qui est âgée de plus de 18 ans en France, c'est 53 millions. C'est-à-dire que le delta, il est énorme. Ça veut dire qu'il y aura 18 millions de Français de plus de 18 ans qui ne seront pas vaccinés à la fin de l'été. C'est-à-dire au moment où le risque d'une reprise... Un tiers, au moment où le risque d'une reprise de l'épidémie, il est réel. Et là, il y a un vrai problème. Et moi, je pense que le gouvernement a tort de ne pas aborder maintenant clairement, qui est un sujet tabou absolu, qui est celui de la question de l'obligation de la vaccination. Je pense que cette question va venir. Vous y seriez favorable? Moi, j'y suis favorable. Mais dans votre ville de Nanterre, vous croyez que les gens l'accepteraient? On a beaucoup parlé de l'acceptabilité de toutes ces mesures. Quand vous mettez au monde un enfant et qu'il faut le vacciner sur la polio, le BCG, etc., vous le faites? C'est une obligation. Quand vous voyagez en Afrique et qu'on vous dit qu'il vous faut vous vacciner contre la fièvre jaune pour pouvoir rentrer dans certains pays d'Afrique, vous le faites? Quel est le profil des gens dans votre commune alors vous n'avez pas fait de statistiques sûrement, mais dont vous sentez qu'ils sont plutôt réticents? Est-ce qu'il y a des gens... Actuellement, on va sur les marchés et on propose aux gens de s'inscrire pour des rendez-vous, parce qu'on sait qu'il faut y aller, qu'il ne faut pas attendre, on y va. Donc les gens, on leur propose de prendre des rendez-vous. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un tiers. Un tiers de gens qui nous disent « Ah mais ça y est, je suis vacciné ». Un tiers de gens qui hésitent et qui, finalement s'inscrivent parce qu'on arrive à discuter. Et un tiers qui disent « Non, moi je ne peux pas me faire vacciner ». Et ceux-là, généralement, en fait, on voit bien que derrière, il y a l'idée
bah, l'épidémie, elle va s'arrêter, elle n'a pas besoin de moi pour s'arrêter. C'est-à-dire, en gros, si je ne me fais pas vacciner, il y aura suffisamment de gens qui le seront pour que je n'ai pas besoin de moi de me faire vacciner. Et ça, c'est vraiment... Et c'est là où il y a un problème, puisque, encore une fois, si on en croit ce que nous disent les scientifiques, là-dessus, ils semblent être d'accord, on nous dit que pour atteindre le fameux taux d'immunité, seuil d'immunité, qui fait que l'épidémie, elle s'arrêtera, eh bien, il faut qu'on soit à environ 80% de la population adulte vaccinée. Mais on en est très loin aujourd'hui. On en est très loin. Et donc, est-ce qu'on peut admettre que l'intérêt particulier, à un moment donné, prime autant sur l'intérêt général ? Est-ce qu'on peut admettre ça ? Est-ce qu'on peut admettre que... L'intérêt particulier ou la liberté individuelle ? Ben, cette liberté, je ne vois pas où elle est, cette liberté. La liberté, sauf pour des raisons médicales, évidemment, là c'est autre chose, mais la liberté de ne pas me faire vacciner avec comme conséquence le fait que je risque de maintenir la société dans son ensemble, dans un état de crise économique, de restriction. Non, je ne vois pas où est la liberté dans ce domaine. Et là, je trouve que, au moins, alors, j'admets évidemment, il peut y avoir des opinions contradictoires. Mais au moins, ouvrons le débat, abordons-le. Là, on a l'impression que c'est un truc dont on ne veut pas parler. Mais vous verrez qu'à l'automne, ce débat va venir. Rachel Binas, je voulais vous faire réagir sur une tribune du professeur Gilles Pialou, qui est un médecin qu'on a pas mal vu à la télévision, qui travaille à l'hôpital Tenon, Paris 20e, et qui écrit dans l'Express, en parlant de la fin de l'obligation du masque à l'extérieur, il dit attention, d'abord, il y a les incertitudes quant à l'efficacité vaccinale par tant de variants, et puis il y a cet argument auquel j'avais absolument pas pensé, il dit, mais et les gens qui vont continuer à porter le masque. Est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de marquage social ? Il dit les gens qui continueront à porter le masque, ce seront les hypocondriaques, les gens qui ne sont pas vaccinés, les anti-vaccins, les gens qui sont immunodéprimés. Et donc, il dit qu'il y aura une forme de nouvelle discrimination entre les gens qui portent plus le masque et ceux qui sont obligés de le porter. Ça vous paraît un argument recevable ou pas ? Moi, je ne le trouve pas trop crédible, cet argument, pour vous dire. Donc, ça m'intéressait d'avoir votre point de vue. Oui, bah, je vous rejoins. Ou alors, je ne le comprends pas entièrement. Alors, les anti-vaccins, quand on déjà... pareil, Oui. Bon, oui, alors cette course à l'homogénéité... C'est un peu le secret médical qui est respecté quand tout le monde a le masque. Certes. Alors, pour les anti-vaccins, je ne suis pas sûre qu'ils voudront garder à tout prix le masque. Souvent, ça va ensemble. Je suis un peu plus dubitative, exactement. Ensuite, libre à chacun, si certains ont envie de le garder parce qu'ils ne se sentent pas assez rassurés, pourquoi pas ? C'est un mouvement, je pense, qui va prendre en effet un petit peu de temps. Israël a supprimé le masque en extérieur il y a 2 mois, ça se passe plutôt bien. Alors ils étaient aussi bien en avance sur la campagne de vaccination. Ensuite, si des individus ont envie de le garder, je vois pas trop quel serait le problème concrètement. Oui. Peut-être qu'on va s'y habituer, comme en Asie où on voit toute l'année des gens qui portent le masque en permanence, notamment dans les emplois de service en contact avec le public. Il y a un internaute sur le site du Figaro qui vous répond, cher Gilles, de façon directe, la vaccination chez les adultes n'a jamais été obligatoire, surtout que le vaccin est en phase expérimentale jusqu'en 2022-2023. Si, c'est obligatoire. Alors c'est obligatoire par exemple, et ça c'est en effet une question qu'on a un petit peu abordée, mais qu'on n'ose pas réellement poser, mettre à l'agenda, c'est celle des soignants. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de soignants, même dans les EHPAD, ne souhaitent pas, puisque la vaccination leur est ouverte depuis un certain temps, ne souhaitent pas se faire vacciner. Or, même pour des infirmières, avant même de s'inscrire à l'école, elles sont obligées, ou ils sont obligés pour les infirmiers, d'être vaccinés pour contre un certain nombre de maladies. Oui, et on peut le dire, vous l'avez indiqué d'ailleurs, que dans un certain nombre de destinations à l'étranger, on est obligé de se faire vacciner. Je reviens un instant sur l'autre mesure annoncée par le Premier ministre, la suppression du couvre-feu à 23h. Est-ce que ça va avoir un impact concret dans une ville comme Nanterre ? Oui, ça va éviter les incidents. Oui. Je pense que les incidents qu'on a connus la semaine dernière à Paris, le week-end dernier, place des Invalides, franchement, il vaut mieux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de moment de soulagement, de libération. Les jeunes veulent sortir, ils veulent faire la fête, ils veulent se retrouver.
Et bon, ben voilà, et donc c'est vrai que ça n'avait plus aucun sens et c'était de plus en plus difficile à le faire appliquer, ce couvre-feu. Et quand on n'est pas capable de faire appliquer une mesure, il vaut mieux arrêter, quoi. Parce que là, moi, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. En plus, si on avait maintenu le couvre-feu à 23h, on aurait fait comment pour les bureaux de vote et pour les annonces des résultats aux élections? Parce que là, avec deux scrutins et avec le dépouillement de 2 élections, on va aller bien au-delà de 23h. Donc franchement, non, ça n'avait plus aucun intérêt d'avoir ce couvre-feu. Et bon, ils l'ont fait, ils ont anticipé le 30 juin, tant mieux, tant mieux. Autre sujet que nous voulions aborder avec vous, il y a eu hier le premier match de l'équipe de France dans le cadre de l'Euro qui s'est soldé, vous le savez sûrement, par une victoire 1-0 contre l'Allemagne. En revanche, si la victoire était bien au rendez-vous, il y avait quelque chose d'autre qui n'a pas été, c'était cet engagement qu'avait, semble-t-il, pris l'équipe nationale de mettre un genou à terre avant le début du match en hommage à George Floyd, vous savez, cet Américain, ce noir américain